Je vous l'emprunte, monsieur le recteur. Bonsoir à tous. Merci d'être venus à cette séance inaugurale des Jeudis de l'Art et sur ce nouveau cycle. Alors, des Jeudis de l'Art, excusez-moi. J'ai encore beaucoup de mal, après 13 ans, de passer des jeudis aux jours de l'art. Mais nous sommes les jours de l'art et nous avons spécifiquement choisi le mot « jour » pour pouvoir passer un autre jour s'il le faut les prochaines années. Mais donc le cycle reste le même si son nom a changé, et dont le thème aujourd'hui est « Enseigner, transmettre, renouveler ». Et nous sommes ravis de pouvoir introduire ce nouveau cycle. Et je laisse la parole justement à monsieur le recteur qui nous fait l'honneur d'introduire cette première séance. Je remercie beaucoup Pierre-Emmanuel Perrier de la Bâtie pour les quelques mots d'introduction et surtout pour l'organisation de ce cycle, ainsi qu'Elisabeth Ruchot, puisque ce sont tous les deux qui organisent ces jours de l'art. Ce ne sont plus les jeudis de l'art. Avant, c'était les jeudis, mais comme nous ne sommes pas jeudi, nous sommes mercredi, et éventuellement, ça pourrait être d'autres jours. Enfin bref, en tout cas, il n'y a plus de jours fixes, mais tous les jours, finalement, sont consacrés à l'art d'une certaine manière. Et donc, nous ne pouvons que nous réjouir de cet élargissement. En tout cas, notre cycle de conférences continue et, comme Pierre-Emmanuel l'a évoqué, cette année, donc, le thème sera « Enseigner, transmettre et renouveler ». Cette année est une année importante puisque nous allons vers les 150 ans de l'Institut catholique de Paris et par là même les 150 ans de la Faculté des Lettres. Et ce sera l'occasion de s'interroger sur les liens qui existe ainsi entre art et enseignement. Ce soir, nous avons la joie et l'honneur d'accueillir Gianmaria Torre, qui est professeur assistant en sémiotique des arts et des médias à l'Université de Luxembourg, qui vient donc d'un autre pays, d'un pays voisin, même si ça n'est pas très loin. Nous sommes très, très heureux de l'accueillir ce soir pour aborder les liens entre art et numérique. Et évidemment, l'association, la rencontre des deux n'est peut-être pas immédiatement ce que l'on attend, mais où ça peut, évidemment, c'est une rencontre dont on peut imaginer qu'elle va être décontenançante, ou en tout cas qu'elle va être certainement fructueuse. Voilà, je nous souhaite à tous une bonne soirée, et je vous donne la parole. Nous vous écoutons avec un grand plaisir et une grande curiosité. Merci beaucoup à vous d'être là ce soir. D'accord, voilà, c'est un plaisir d'être avec vous. Et j'espère que le plaisir sera bientôt réciproque quand vous aurez écouté ce que j'ai à vous dire. Donc voilà, la proposition que je voudrais vous présenter ce soir consiste en effet à articuler deux problèmes, le numérique d'une part et l'œuvre d'art d'autre part. Alors, ces deux problèmes qui sont distincts en fait, qu'il faut penser comme étant différents, énormes, chacun de son côté, mais la question est comment les combiner, comment les mettre en dialogue, sinon en dépendance, tout en gardant l'importance séparée de chacun. Alors, au vu de ce cycle d'études artistiques dédié à enseigner, transmettre et renouveler, je propose qu'on aborde le numérique par la question suivante. En quoi le numérique peut-il nous aider à mieux voir une œuvre et à mieux comprendre l'art en général, y compris dans son histoire? Et cette question entraîne aussi sa réciproque. Dans quelle mesure le numérique peut-il constituer aussi un obstacle? En quels termes, en somme, pouvons-nous préciser la puissance et la limite du numérique pour, encore une fois, notre grand problème qu'on doit aussi toujours penser, l'art, entendu ici comme œuvre qu'on rencontre? Voilà la manière dont je voudrais arriver à définir la question ce soir, et je dis bien arriver à définir parce que la formulation de ces problèmes doubles n'est pas aisée, je dois dire qu'elle est rare même, et pour cause. Et de ma part, j'aimerais autant poser les problèmes de la manière la plus frontale possible, autant faire intervenir toujours des nouvelles mises en perspective, des nuances, qui en quelque sorte vont faire bouger ces problèmes, mais peut-être perdre la vue d'ensemble, ce qui reste important aussi. Donc, je suis un peu tiraillé, et c'est pour ça que je vais vous présenter plutôt si j'ose dire, une sensibilisation à un problème. Le long d'un parcours, à travers une série ouverte de va-et-vient entre théorie et pratique. Et mon seul souci va rester qu'on n'accepte pas la vue monolithique du numérique comme de l'outil incontournable et ultime de notre époque. On ne sera pas plus intelligent maintenant qu'on est digital humaniste. Mais ne sera pas meilleur non plus en se voulant borné,
en faisant comme si un nouvel outil n'apportait rien, et surtout en faisant comme si la vérité d'une approche était indépendante de son outillage, qu'il soit numérique ou pas. Et c'est ma critique, et je la partage avec vous d'entrée de jeu, tant aux nouveaux digitalistes qu'aux historiens de l'art traditionnel. Ces derniers s'aveuglent en faisant comme si l'on étudiait les mains nues. Et encore, ce serait pas mal d'admettre qu'il faut des mains pour étudier, que l'étude est une activité corporelle. Les sciences humaines en général, et sans doute les sciences tout court, font trop souvent comme si l'on n'étudiait pas dans des pratiques outillées, aujourd'hui numériques, autrefois autrement visuelles ou textuelles. Leur tort, ce serait de ne pas prendre en compte les gestes techniques de leur connaissance, l'épistémologie pragmatiste qui détermine leur savoir. Mais ceux qui, de l'autre côté, pensent que le numérique est une révolution, finissent par s'aveugler de la même manière, paradoxalement. Ils font comme si l'on avait été humaniste jusqu'à hier et que l'on était devenu outillé, numérique, digitaliste aujourd'hui. Donc ils tendent ainsi, vous voyez, à rejoindre en quelque sorte les traditionnalistes. Comme s'il n'y avait pas eu, bien avant le numérique, depuis qu'un savoir scientifique existe, des dispositifs de médiation, du regard et de la parole, de la situation et de l'institution. Par exemple, en ce qui concerne l'étude de l'art, des dispositifs de savoir en articulation avec cet espace si particulier qu'est l'espace muséal. Ou alors en parallèle, en mépris d'un tel espace, voulant se situer plutôt dans cet autre espace que sont les archives textuelles, peut-être des archives visuelles, auxquelles on va se référer ponctuellement, ou qu'au contraire on va mettre au centre de l'étude. La parole ou l'image et ou l'image. En somme, la connaissance, et en ce qui concerne davantage ces cycles, l'apprentissage de l'art doivent être pensés en situation et en gestes et gestations, dans des combinaisons et processualités particulières. Le savoir ne vient pas de nulle part, mais il est provoqué et accouché. Et cela doit être à la base de toute épistémologie nécessaire pour comprendre ce qu'on fait et ce qu'on veut faire. Et ensuite, la question se posera de la place éventuelle du numérique, les chances qu'il nous offre, les difficultés qu'il nous pose. Alors, pour résumer ma situation actuelle, en introduction, j'ai envie de dire qu'il semble difficile de sortir de l'alternative suivante, ou bien continuer à ignorer, à tout le moins marginaliser les médias et les médiations, y compris les numériques, et alors on reste des anciens humanistes, ou bien la voie qui devient majoritaire, épouser sans réserve la centralité du numérique, notamment en tant qu'humaniste numérique. Et dans le domaine de l'art, un domaine peut-être plutôt conservateur, cet enthousiasme numérique est moindre qu'ailleurs, pour l'instant, il me semble, mais c'est moins par scepticisme, il me semble, que par des intérêts, disons, un peu humanistes. N'empêche, il semble évident désormais qu'on doive numériser massivement les collections, qu'on doive renouveler par la voie digitale les politiques de conservation et de valorisation du patrimoine, notamment par la mise en ligne et affichage numérique des œuvres, voire des salles du musée lui-même, les parcours à 360 degrés du musée sur écran, style Google Street. En plus, il y a une nouvelle branche de l'histoire de l'art qui est dans son essor, la Digital Art History, vous la connaissez peut-être, c'est l'étude de l'histoire de l'art grâce aux ressources digitales qui permettent notamment de mobiliser des très grands corpus. Jusqu'à peu, les rapprochements entre œuvres, la constitution des corpus n'était né qu'à la culture et l'habilité du chercheur individuel ou de la petite communauté. Maintenant, la machine nous permet de dépasser ces limites. Une fois toutes les œuvres d'art numérisées, elles peuvent être toutes convoquées à la fois, étudiées au même titre. Finalement, puisque nous sommes dans l'académie, reconnaissons la faveur extraordinaire et patente dont jouit tout projet et initiative placé sous le signe du numérique, impliquant donc une nouvelle poussée transdisciplinaire. Le numérique est très bien accueilli, autant dans la recherche, qui se veut les plus avancée, que je reviens en politique culturelle et muséale, que dans la pratique qui se veut la plus populaire, la plus démocratique, comme on dit ces années-ci. Donc il y a cette espèce de figure de langage scandée récemment, démocratisée, ça veut dire aujourd'hui, donner accès au plus grand nombre, notamment grâce au numérique. Alors, tout cela est fort passionnant, il mérite notre intérêt et notre examen critique. C'est un vrai problème, car vous voyez bien qu'il est multiple, en fait, et on se demande bien comment faire converger toutes ces questions qui sont différentes, très très différentes en quelque sorte. Nous ne devons pas être insensibles ni simplistes. Il se peut qu'il y ait des dynamiques paradoxales
il faut les reconnaître. Mon attitude personnelle, d'ailleurs, peut bien l'être. J'estime que le numérique nous offre autant de bonheur que de malheurs. Nous devons adopter une vue aussi large et précise que possible, plurielle et unitaire. Voilà la difficulté. Alors, je me forcerai un tout petit peu de donner des suggestions sur les signes donc, dans la perspective de la rencontre de l'œuvre avec le numérique. En deux étapes, une étape principale, la présentation d'un projet de recherche où je suis impliqué, mais qui servira surtout pour poser une série de questions sur le numérique dans les musées. Et ensuite, une seconde partie plus courte, ça va dépendre de notre temps, qui servira un peu pour sortir de ces projets et poser des questions plus générales, plus vastes, sur l'éventail des rapports entre l'œuvre rencontrée et son approche numérique. Je commence donc par les projets de recherche où je suis impliqué, non pas pour les mettre en vedette, en fait, simplement parce qu'il me permet en fait, de vous montrer à partir de quelle trajectoire je me pose certaines questions qui restent pour moi ouvertes, en fait, et les défis que j'aimerais voir relevés, des défis peut-être utopiques. Alors, je vous le montre rapidement. Voilà, donc ça s'appelle Augmented Artwork Analysis, Computer Aided Interpretation Device for Art Images. C'est une coopération de l'Agence nationale de la recherche française et du Fonds national de la recherche luxembourgeois. Donc moi, je suis un copilote du côté luxembourgeois. Mon partenaire se trouve à Lyon 2, Pierluigi Basso, et donc et l'équipe qui se trouve à Lyon 2, et à l'ANS, l'École nationale supérieure. Il y a aussi des partenaires, des collègues qui sont importants dans les projets, à l'Université catholique de Louvain et à l'Université de Liège, et surtout pour nous, pour ce soir, le projet est conçu en coopération avec le Palais des Beaux-Arts de Lille, le Musée national du Luxembourg et les musées des Beaux-Arts de Lyon. Il se termine dans 13 mois, donc il est loin d'être achevé, et surtout, vous verrez que c'est un projet sans fin, en quelque sorte. Donc, et ce que je vais vous présenter, donc, en quelque sorte ici, ce n'est pas le projet finalisé, peut-être une autre fois, mais juste les idées, la version voilà, idéalisée du projet, en quelque sorte. Alors, de quoi s'agit-il? Partons de la visualisation d'une peinture accrochée au Musée national du Luxembourg. Elle est presque inconnue, peinte par un peintre presque inconnu aussi. Pourtant, elle peut devenir extrêmement intéressante par un travail minimal de curation et d'augmentation. Je vous la montre dans une affiche qu'on a élaborée pour donner une image aussi immédiate que possible du projet. On voit notre peinture accrochée au Musée national du Luxembourg reprise par une tablette mobile qui, indiquant qu'il s'agirait d'une Madeleine avec un crâne de la production baroque napolitaine, la positionnerait aussitôt à côté d'autres images absentes dans la salle. Des images proches ou distantes selon les catégories du savoir historique, par exemple d'autres madeleines, mais aussi une femme des jardins. Des images rapprochées non seulement par le savoir, donc, mais aussi par le voir. Bref, des images qui font mieux voir, ou qui font voir plus précisément ou autrement la madeleine de départ. Il s'agirait de voir en celle-ci une variation bien particulière des figurations, des compositions et d'interprétations de ce qu'on appelle une madeleine en histoire de l'art, mais aussi d'une femme tout court, encore d'une figure absorbée, un rapport étroit avec cette figure, avec cet objet qui peut être un crâne ou pas, ainsi de suite. En somme, il s'agit de voir dès le début l'œuvre accrochée, la madeleine peinte par Massimo Stanzione, dans sa grande singularité et dans sa vaste généralité. C'est un rapport si complexe en histoire de l'art, toujours, entre le singulier et le général. Et cela par un complément d'images disponible grâce à la tablette et disposé sur elle par les visiteurs, de manière mobile et plurielle, changeante et ouverte. En fait, ces images ne sont pas données une fois pour toutes, comme vous pouvez les croire dans cette illustration. Elles appartiennent à une réserve, elles sont à la fois suggérées et choisies sur la tablette numérique, et ensuite activement manipulées par les visiteurs. C'est-à-dire que le dispositif médiatique numérique permet à l'œuvre accrochée de rentrer dans un processus à la fois d'augmentation et de curation, dont le visiteur est le protagoniste. Augmentation parce que le visiteur voit plus dans les tableaux qu'il ne verrait à l'œil nu. Curation parce que cela se passe par un travail d'édition, de montage, de composition de l'œuvre avec d'autres œuvres et images dont la construction
dans la construction, d'une exposition en quelque sorte portable sur l'écran. Les visiteurs donc expérimentent et comprennent l'œuvre en la faisant foisonner, démultiplier, réfracter, et par là ils s'éduquent en quelques instants ou bien à l'infini, à un niveau basique ou au niveau plus sophistiqué, à l'art et aux médias, par l'art et par les médias. Encore 2-3 diapos pour vous offrir le projet dans un aperçu vraiment succinct, avant de rentrer dans son questionnement. Voilà, donc, il s'agit donc d'élaborer, donc d'étudier, d'attaquer différents niveaux d'organisation de l'œuvre dans son observation in situ, avec son insertion dans un corpus d'images en accès libre, afin d'élucider des généalogies et des dialogues intertextuels. Les idées phares sont l'œuvre d'art augmentée et les musées complémentaires, et surtout le fait qu'il y a un continuum, si vous voulez, entre la recherche et la visite guidée, la rencontre pédagogique, et si vous voulez, toutes sortes d'accès à l'œuvre. L'idée aussi importante, c'est de mettre un lien, un grand corpus d'images, afin de détecter des patterns spécifiques significatifs, qui traversent les corpus et de manière hétérogène, on va revenir sur cela, avec le rôle du musée. C'est ce couple, en fait, qui est fondamental. Donc, les visiteurs ordinaires ou l'expert partent d'une peinture dans les musées et arrivent à une perception et compréhension augmentée, ayant exploré d'une manière à la fois libre et orientée les différentes couches de l'image, figures, motifs, schémas, couleurs, par rapprochement, comparaison, positionnement dans ce large corpus d'images. Et donc, c'est une sorte d'explication de la peinture par une expérience visuelle et plus largement médiatique, fondée sur la query et l'edition, bref, sur une vraie digital curation qui les rendra davantage experts visuels et médiatiques. C'est mieux comprendre et voir l'œuvre, et par là, mieux comprendre et voir ce que c'est comprendre et voir, tout court. C'est ça l'idée fondamentale. Alors, voilà, encore une fois, pour avoir des éléments concrets, là, c'est un tout premier projet, donc il y a 3 ans, donc là, on allait très loin par rapport à cela, mais ce n'est pas ça qui m'intéresse maintenant, c'est plutôt de vous donner des éléments concrets. Donc, vous êtes au musée, vous voyez l'œuvre avec votre tablette, la tablette vous suggère des éléments saillants, vous pouvez les associer avec des corpus ouverts, en fait, qui sont répertoriés selon des dimensions, expliciter la composition, la période, la couleur, peu importe. Et après, on peut les retenir, on peut les orienter, les organiser dans une sorte d'exposition personnelle qu'on va construire, qui va monter sur la tablette. Voilà. Mais tout cela, en fait, pour moi, est moins important aujourd'hui que plutôt, en fait, de voir ce qu'il y a derrière. Il s'agit de réaliser des cartographies visuelles des ensembles spatiaux d'images, à savoir fondés sur le rapprochement et la distanciation, et de les réaliser grâce à des experts en études visuelles d'une part et grâce à une machine entraînée, l'intelligence artificielle, l'IA, d'autre part. C'est un défi multiple. Le premier défi, la cartographie experte, est dressée à l'histoire de l'art traditionnel, à son érudition presque livresque, j'ai envie de dire. C'est un défi donc qui me vient de la sémiotique visuelle personnellement, mais que aussi les historiens de l'art, certains historiens de l'art ont posé à l'histoire de l'art. Je songe à Daniel Arras, Hubert Damisch, Georges Duberman. C'est le défi d'expliquer l'image par l'expérience de l'image même, plutôt que par un savoir la surplombant et donc à la limite pouvant se passer d'elle. Expliquer une image autant que possible par d'autres images, dans un entraînement, à l'entraînement du regard, un parcours qui doit changer le regard. Donc une connaissance littéralement tâtonnante qui consiste à tâter, à sonder, à s'effrayer la voie qui l'amène le plus loin, dans une activité qui consiste à se demander par tentative pratique quelle image doit accompagner cette image de départ pour mieux la voir. Or, cette démarche peut tout à fait pratiquée, pas beaucoup pratiquée disons, dans l'histoire de l'art, est très précisément celle de l'exposition muséale. C'est le principe même de la curation. Et en même temps, elle est devenue, entre-temps, la pratique courante des médias numériques. Les médias numériques nous demandent constamment d'éditer les soi-disant contenus. Et donc, le premier défi serait
que ces pratiques disparates des médias numériques actuels rejoignent expressément les pratiques les plus fondamentales de la curation muséale, s'élevant à l'exigence d'une certaine théorie de l'art et de l'image. C'est-à-dire que l'image consiste toujours en une confrontation, toujours retravaillée, amplifiée, déplacée. Nous allons y revenir. Passons maintenant au deuxième défi en parallèle, les défis concernant l'IA. Il est question d'arriver à produire automatiquement des associations pertinentes, parlantes, éclairantes. Encore une fois, il s'agit de la tendance massive de nos appareils numériques actuels. Depuis une quinzaine d'années, vous le savez, le deep learning, l'entraînement de la machine aux associations d'images comme de mots, pour offrir la meilleure mise en contexte possible, la meilleure mise en situation, la meilleure mise en pratique. C'est comme quand vous tapez, en fait, si vous ne connaissez pas ce principe, quand vous tapez votre message et la machine vous suggère le mot censé suivre utilement ce que vous êtes en train d'écrire. La machine est censée nous aider à développer ce que nous disons et voyons, ce que nous énonçons déjà. Alors, il faudrait dédier toute la conférence à cette seule question. Et voilà, donc je me limiterai à une présentation vraiment schématique, si vous voulez, plus une provocation de questionnement. Dans les termes suivants, ce que nous offre les recours aux quantités immenses de mots et d'images, les big data plus exactement, sur lesquels s'effectue le deep learning et dont sortent les mots et les images proposées, c'est un plus qui est justement de la pure quantité. C'est un encore une fois de plus ou 1000 fois de plus. La machine reprend, mais en ayant fait le tour instantané d'une quantité innombrable de cas, ce qu'on ferait normalement, statistiquement, dans la situation où nous nous trouvons. Et nous suggère ainsi les compléments qui incrémentent notre activité. Par exemple, face à une œuvre artistique, elle suggère les œuvres auxquelles on n'aurait pas forcément pensé, mais qu'on aurait associées normalement, si on avait eu le temps, le savoir, bref, les moyens de les faire, suivant le P qu'on a déjà fait. Alors, pour être telle, vous comprenez, cette incrémentation suit des rails. Elle prolonge sur une infinité de cas ce qu'on a fixé en amont pour lancer déjà son learning, donc le paramétrage qu'on a donné, et ensuite pour la vérification en aval, c'est-à-dire que lorsque vous acceptez la suggestion de la machine, tel mot et pas tel autre, vous validez et vous continuez l'entraînement. Donc, c'est le principe de la pure reprise, la connaissance comme une sorte de reprise infinie. C'est très intéressant. Mais c'est intéressant aussi de voir qu'il y a une toute autre logique de la connaissance que celle-ci, employée par l'IA. Et disons, pour simplifier, qu'il s'agirait non précisément pas de suivre des rails, mais de dérailler, si vous voulez. C'est une connaissance qui ne consiste pas à avancer par une incrémentation, mais opérer par une transformation. On ne cumule pas, on ne cumule plus selon ce qui est fixé, on altère, on reformule les termes même de la question, on reparamètre en cours de route, on joue des paramètres, on change le tracé de la route. L'aventure, si vous voulez. Ce n'est pas un plus qu'on apprend, mais c'est un autrement. C'est comme lorsque vous avez une idée. Elle vous semble imprévisible, c'est un événement qui vous donne un tout autre sens des choses. C'est fatalement singulier. À chaque fois, c'est tout autre chose. Il y a cette conférence de Gilles Deleuze où il disait « D'une part, tout le monde sait bien qu'avoir une idée, c'est un événement rare, ça arrive rarement. Avoir une idée, c'est une espèce de fête. Mais ce n'est pas courant. D'autre part, avoir une idée, ce n'est pas quelque chose de général. On n'a jamais une idée en général. C'est toujours particulier. Et c'est cela précisément que nous pouvons appeler les qualitatifs. Une étude qualitative d'une œuvre, c'est une étude qui ne consiste pas en une compilation, mais en des suppositions, si possible hasardeuses, audacieuses, en des idées nouvelles, qui ne peuvent pas tout à fait faire recette pour une autre œuvre. Par exemple, c'est une étude qui consiste à associer l'image de départ à des images qui semblent impertinentes, selon les paramètres historiques ou stylistiques du corpus, selon, si vous voulez, les rails fixés en amont, mais impertinentes, mais qui nous font voir l'œuvre autrement. Alors, ayant encore une fois, si vous voyez, posé les problèmes frontalement, tout de suite, il faudrait nuancer, il faudrait se prendre du temps maintenant pour nuancer tout ce que je viens de dire de manière frontale. Les machines, en fait, sont ignorantes en histoire de l'art. Et la question serait comment profiter d'une telle ignorance pour voir de nouvelles choses grâce à elle. En d'autres termes, la machine peut nous faire voir du nouveau, en théorie, mais les problèmes qui se déplacent
dans la pratique, c'est que pour l'entraîner, pour la rendre utile dans nos activités, avec les images artistiques, nous la rendons savante. Elle devient un nouveau monstre d'érudition. Et le problème devient alors, pouvons-nous la rendre instruite mais étonnante? Il faudrait en discuter longuement, et on ne peut pas faire ça maintenant. Disons que je suis à la fois pessimiste et... Pardon, sceptique, mais pas pessimiste. Toujours de nouvelles possibilités qui s'offrent. Mais les coryphées du deep learning, eux, ils ont des arguments beaucoup plus simples, en fait, contre ce que je suis en train de dire. Ils disent, la quantité, de toute manière, poussée à un certain point, bouleverse la qualité. C'est-à-dire, une fois que vous ouvrez le corpus énormément, vous êtes forcément amené à voir autre chose. Vous voyez? Donc, ils sont contre cette opposition entre qualité et quantité. Alors, c'est un débat, encore une fois, ça se discute, et on ne va pas le faire ici, je vous lance juste la piste pour cette discussion. Alors, voilà. Là, je vous montre, donc, par exemple, encore une fois, donc, dans notre projet, Augmented Artwork Analysis, comment un doctorant, d'une part, en histoire de l'art, construit son corpus, d'autre part, une doctorante ingénieure, donc, cherche à élaborer, à tester des algorithmes, en fait, pour faire des associations d'images. Et vous voyez, ce sont deux défis distincts, autonomes, en quelque sorte. Mais reste encore un troisième défi. Je l'évoquais en creux, c'est leur combinaison. Parions que l'on puisse relier les deux approches, l'approche visualiste et l'approche algorithmique. Parions aussi en amont que l'on doive les relier, que ce soit intéressant. Mais la question est alors, oui, d'accord, mais alors comment? Comment le faire? Comment doser et orchestrer ensemble ces deux voies? L'association automatique massive d'images et le montage manuel expert, qui est fatalement réduit, infiniment plus réduit. Si on est d'accord, mais de laquelle on va partir? Comment faire intervenir l'autre? À quel moment? Voilà, c'est des questions en fait qu'on se pose même à ces moments très pratiquement avec les développeurs de l'application. Mais alors, je voudrais maintenant revenir à notre question que j'évoquais, qu'il faut mieux articuler, la question de l'explication visuelle, qu'elle soit donc manuelle ou machinique, peu importe. L'idée donc de la cartographie d'images plutôt que du texte verbal, si vous voulez. L'importance de rendre l'image un vrai réseau dynamique nourri par d'autres images, d'expliquer l'image au sens littéral, de la déplier, de la mettre à plat, de mettre à plat ses relations, bref, de la rendre un diagramme. Il est question de diagrammatiser l'image. J'ai également pointé un aspect de la question à l'importance de voir et l'obstacle que constitue le savoir quand il importe, au lieu d'être un moyen, une instruction pour la vision. On va revenir encore une fois sur ça parce que c'est la question de l'éducation. Mais je dois maintenant pointer l'autre face de cette même question. Vous voyez, c'est tellement complexe. C'est l'assumption de départ que l'image elle-même est un foyer de foules d'images qui sont en tension entre elles, en compétition entre elles. C'est peut-être ce qui nous a pris de plus intéressant l'histoire de l'art. Je suis un sémiticien de l'image et je vois là-dedans, en fait, de mon point de vue, la chose la plus intéressante de l'histoire de l'art. Une image est toujours un tas d'autres images qui sont reprises, y compris pour être contestées, rivalisées, des images modèles, des images anti-modèles, des images qui sont parodiées, par exemple, dans l'image, qui sont impliquées d'une manière ou d'une autre dans l'image en question. Mais aussi, une image elle-même, en quelque sorte, dans sa composition, plusieurs images microscopiques en fait, qui se réunissent, en fait, qu'il faut savoir voir et distinguer dans l'analyse justement de l'image. Une image aussi, très important aussi, les images à venir qui vont, elles, en quelque sorte, interpréter et donc nous faire voir, depuis le futur, l'image qu'on avait vue. C'est la question de l'anachronisme ou de l'archéologie dans l'art. La liste serait longue de toutes ces questions. Encore une fois, il faudrait une autre conférence rien que pour cette question. Mais disons qu'en fait, voilà, si vous voulez, pour simplifier, c'est le principe de l'intertextualité. Mais l'intertextualité est reconnue dans les études des lettres, on va dire, mais l'intervisualité, beaucoup moins. La nature diagrammatique, il faudrait dire cela plus précisément, la nature diagrammatique du visuel, c'est plus négligé.
l'idée en quelque sorte que l'image, donc en elle-même, un réseau visuel dynamique, un diagramme, mais implicitement, virtuellement, et l'expliquer serait alors de la déplier en ce sens, la développer, réaliser une activité de mise à réseau. Alors, c'est une approche, donc c'est ça qui peut-être va vous intéresser dans ce cycle sur l'enseignement. C'est une approche, donc, et dans les projets AA, on a proposé à des étudiants de licence, en fait, en histoire de l'art. Je vais essayer de remonter. Voilà, là, par exemple, vous avez la capture d'écran d'un exposé sur Zoom d'un étudiant en licence en histoire de l'art, donc qui analysait un tableau de Courbet au Palais des Beaux-Arts, en fait, avec une carte, avec un diagramme qui est commenté et où il crée une série de relations. Et en fait, ce qui était passionnant du point de vue pédagogique, c'était de voir en fait que ce type d'exercice produit des résultats vraiment bien meilleurs que les écrits traditionnels. C'est-à-dire que l'expertise visuelle et médiatique, c'est l'expertise de notre époque. Encore une fois, les médias nous poussent tous les jours à le faire, en fait. Mais l'éducation, la science, n'en faut pas grand-chose. Ça reste trop souvent confiné au divertissement. Et c'est ça que notre projet, en fait, voudrait prendre en compte. En fait, contrer cet abandon au divertissement du numérique pour en faire quelque chose de constructif, en quelque sorte. Il faut se saisir de ce qui se passe de profondément nouveau dans notre époque et en faire quelque chose qui aille loin. Et cette expérience, en fait menée avec des étudiants en histoire de l'art, c'était tellement intéressante qu'on a voulu la reprendre. On a organisé une Winter School, en fait, c'est mois de janvier, avec des chercheurs en histoire de l'art et pas seulement. Donc, c'était une semaine à Rome, à l'Accademia Belgica et à la Villa Medici. En fait, on s'est entraîné collectivement à construire des tableaux d'images pour expliquer des œuvres qu'on rencontrait sur place. Je vous montre rapidement, encore une fois, je dois survoler. Voilà, des résultats de nos travaux collectifs. En fait, là, vous avez deux murs d'images en fait, qu'on a élaborés. Là, un troisième. Voilà. Vous voyez qu'à chaque fois, c'est différent, parce qu'à chaque fois, c'est des exigences différentes qui se posent. Mais voilà, c'est passionnant, c'est vraiment passionnant. C'est une nouvelle méthode qu'il faudrait développer davantage. Alors, ces cartographies visuelles nous renvoient à leur tour à un problème épistémologique ultérieur. Je cumule les questions. Je récapitule. Nous sommes partis du problème de l'intégration du quantitatif au qualitatif, l'automatisation de la connaissance experte. Nous avons traversé les problèmes de la diagrammatisation, l'explication visuelle de l'image. Les problèmes qu'il faut soulever maintenant, c'est tout simplement les problèmes de la constitution du corpus. Un problème qui concerne toute étude, visuelle ou non, qualitative ou quantitative. Mais qu'encore une fois, le numérique nous présente, c'est un vieux problème, comme toujours, c'est le numérique en quelque sorte, c'est toujours des vieux problèmes qui réapparaissent à nouveau frais, en fait. Alors, nous connaissons bien les problèmes du corpus dans l'école, mais précisément, l'habitude, voire la recommandation scolaire, veut que le corpus soit le préliminaire de l'étude. Pour expliquer une question, on doit d'abord établir un corpus. Or, nous devrions là aussi nous faire expérimentaux, pragmatistes, moins humanistes, si vous voulez. La constitution d'un corpus, sa sélection et combinaison précise, c'est en elle-même l'articulation du problème qu'on est en train de poser avec l'œuvre et pour l'œuvre. Ce sont les voies en pointillés de sa solution. Traverser en tâtonnant un ensemble d'images, les mettre en mouvement, comme on a fait là, selon un certain ordre, c'est formuler des solutions. En quelque sorte, quand on a le corpus, on a résolu les problèmes. La solution est finie. La fin de l'étude, c'est l'établissement du corpus. En fait, réfléchissons. Quand on constitue un corpus, par exemple, quand on fait des associations, parce que c'est un corpus, c'est assemblé, selon des critères, on se pose des questions, par exemple des similitudes ou des contrastes. Est-ce qu'il faut réunir rapprocher par similitude et contraste? Et similitude et contraste, par rapport à quoi? Par rapport, par exemple, à la pose des figures, des gestes qui sont peints dans le tableau, ou, par exemple, au sens de ces gestes. Par exemple, si je fais intervenir la catégorie du genre, le tableau d'histoire, les gestes nobles, exceptionnels du tableau d'histoire, les gestes banals, triviaux du tableau des genres. Des gestes différents, mais qui sont rapprochables en tant que même, valence, même sens de ces gestes, des gestes triviaux, des gestes exceptionnels. Et encore, ces critères des similitudes et des contrastes doivent-ils être unitaires ou pluriels, ou plutôt fixés une fois pour toutes ou changeants de manière locale, en quelque sorte, en cours de route, si j'ose dire. Par exemple, il
il peut convenir dans la constitution de ce corpus, qui est toujours finalisé à éclairer l'œuvre de départ, à comprendre l'œuvre, parfois selon le genre. Ensuite, il faudrait passer peut-être au motif, qui est plus ou moins lié, attaché, attendu par le genre, mais pas entièrement. Il y a une autonomie aussi du motif par rapport au genre, vous le savez. Puis la composition, qui relie la figuration des motifs et oriente ces derniers selon un certain style, etc. Vous voyez la multiplicité en fait, des couches de l'œuvre d'art qui doivent toutes compter en quelque sorte si on veut être vraiment complet dans cette approche de l'œuvre. Au fond, c'est le problème de la temporalité, un problème avec lequel la science a beaucoup de mal. C'est-à-dire en fait que la temporalité compte, comme dans l'éducation, nous le savons. Le but, ce n'est pas avoir le diplôme, le but est passer du temps avant d'arriver à avoir le diplôme. Ce n'est pas donner tout de suite un diplôme, avoir l'examen, n'est-ce pas? Et donc, il faut du temps, et ce temps est fondamental, et c'est ça la constitution du corpus. Le défaut de la conception scolaire du corpus, c'est que ce dernier y est détaché de la motivation à le constituer, et la remotivation constante à le constituer et à l'articuler. Par exemple, cette idée a du mal avec l'idée de la découverte. La découverte qui se fait toujours en cours de route, de manière accidentelle, l'erreur féconde, l'erreur qui est féconde, qui est rendue féconde dans l'acte même de l'avoir surmontée, en quelque sorte. Et nous savons tous, parce que nous étudions tous et toutes le numérique, combien tout cela est fondamental du numérique, parce que nous faisons la découverte, la rencontre avec des œuvres, de nouvelles œuvres avec le numérique, et qu'est-ce qu'on fait de ça? Voilà, cette processualité. Et encore une fois, j'en parle parce que c'est aussi un problème tout concret qu'on se pose avec l'application. Comment créer une application qui intègre constitutivement l'idée de la temporalité, d'un développement temporel, c'est-à-dire qu'il n'y a pas un savoir établi positivement, mais il y a un processus. Alors, je dois me contenter encore une fois de pointer ces problèmes et puis d'avancer pour vous en présenter encore d'autres, mais qui sont toujours en lien et qui sont maintenant liés à la pratique de l'écran. En fait, nous voulons, dans notre projet, réaliser un écran pour augmenter l'œuvre et notre rapport avec elle. Mais dans les faits, en fait, il y a déjà quelques musées et quelques médiateurs éclairés qui utilisent les écrans dans les musées en ce sens. Ici, par exemple, ce musée de Lille, un des plus avancés, à mon avis, en France, de ce point de vue-là, lors des visites guidées, donc on a étudié les visites guidées aussi dans notre projet, là, vous avez deux sortes d'écrans très différents et très intéressants en parallèle, la tablette à eau dans la visite guidée, l'écran gigapixel en bas, donc dans le hall à Lille, en fait, vous pouvez voir les œuvres augmentées d'une manière incroyablement fine, en fait. Pas augmentées, donc dans la réalité augmentée, au sens de détaillées, voilà, zoomées, comme on dit. Voilà. Alors là, par exemple, c'était intéressant, c'était une visite guidée qu'on a étudiée, et le guide montrait un tableau accroché à Lille des Bruegel jeunes, le dénombrement de Bethléem, qui est en fait une copie, une des nombreuses copies en fait que le peintre fait d'un tableau de son père, Bruegel l'Ancien. Et donc elle montre justement, elle a besoin de montrer le tableau du père, le tableau du fils, et une discussion qui s'est créée, qui naît accidentellement, si vous voulez, dans la durée de la rencontre, à travers donc des découvertes qui sont faites et qui sont, par la comparaison, par le rapprochement de ces tableaux, et qui ensuite sont relancés. Une fois qu'on va dans cet hall où on peut voir l'œuvre en détail, il y a une discussion qui s'ensuit, qui permet, en fait, je montre rapidement, en détail, de discuter la place de ces détails et l'importance de ces détails dans l'œuvre. Alors, c'est juste un exemple pour vous dire, en fait, que le numérique est déjà là, en fait, pour faire voir, penser et parler, ça c'est très important aussi, parler d'une manière augmentée. Mais voyez, ce sont des opérations confinées pour l'instant, en bac à sable, des tentatives qu'on devrait rendre aujourd'hui constitutives de notre approche de l'œuvre, in situ et via le numérique, individuellement et collectivement. Vous voyez, chaque facette ajoute quelque chose. L'augmentation, elle est aussi donc déjà là comme technique, mais il en va comme de la curation. On n'accorde pas à ces médiations techniques des puissances constituantes, si je puis dire. On en traite comme d'un plus de confort et pas comme un chamboulement de la pensée. Augmenter l'œuvre, ça devrait être pris au sérieux, ça devrait être pensé que voir une œuvre, c'est voir quelle est son augmentation active. Voir une œuvre, c'est la voir dans son augmentation active.
Alors, j'ai déjà affirmé dans ce sens la nécessité de voir en une œuvre, avant toute chose, un foyer d'autres images et œuvres. Comme la linguistique nous a appris qu'un mot en soi ne veut rien dire, pour le comprendre, on doit toujours comprendre toute une langue en train de passer par lui. Et de même que la langue, ce n'est pas tant en cette définie des règles, que plutôt notre vie en elle, la discursivité, l'expressivité, l'efficacité du langage, et les prétendues règles qu'on apprend à l'école, en fait, ne sont que des parties secondaires de ces dynamiques, des cristallisations provisoires et approximatives, si vous voulez. De même, l'art, ce n'est pas tant en cette des faits, des notions, des catégories, que plutôt un rapport, une conception et une imagination, une exigence que nous devons nourrir face à l'œuvre et que l'œuvre nous demande. Chaque règle, chaque instruction, chaque notion est là pour nous instruire, pour nous aider dans ce sens, comme un moyen, mais pas comme un fin. Penser l'œuvre comme son augmentation, c'est donc penser nous-mêmes, ces spectateurs, dans notre augmentation. C'est nous-mêmes que nous devons augmenter, comme ici, comme on est en train de faire ici, dans cette visite guidée. Étant poussés à voir et dire quelque chose de plus, encore et toujours, au gré de ces événements qu'on peut appeler rencontres. Cela devrait être notre but, donc, nous augmenter, comme toute rencontre heureuse, comme je l'espère humblement aussi cette rencontre ce soir avec vous. Alors, je vous explique maintenant ce qui pour moi est le passage le plus important, le plus délicat. On doit aller à l'œuvre, non pas tant pour se renseigner, à savoir pour cumuler des informations données, pour recevoir un savoir positif, car ces savoirs positifs entravent précisément notre rencontre avec l'œuvre. Pourquoi aller chercher à voir si on possède déjà le savoir nécessaire sur l'œuvre et qu'il est ailleurs que dans l'œuvre même? Seulement si on croit qu'on ne sait pas tout et surtout que tout n'a pas été dit et que tout ne peut être dit, alors on va rencontrer quelque chose ou quelqu'un, n'est-ce pas? Ta rencontre se motive par quelque chose qui échappe, qui est réductible à ce qui peut être dit en dehors de la rencontre. On doit aller à l'œuvre non pas tant pour se renseigner, et disons, je reprends votre texte qui m'a interpellé, non pas tant pour l'enseignement que pour l'éducation. Je préfère cet autre terme, en fait. Pour une prise de connaissance, pour une transformation. En fait, il ne faudrait pas oublier le sens littéral de ces deux mots, le sens étymologique. L'éducation, ex ducere, c'est être amené là où on n'est pas encore. Alors que l'enseignement, insignare, veut dire littéralement le contraire. Marqué à l'intérieur, fixé sur place. Et donc, en ce sens précis, un peu conceptuel peut-être, la médiation, l'approche de l'art ne doit pas être vraiment un enseignement, et nous devrions même fuir les enseignants, y compris les enseignants que nous sommes, et chercher les éducateurs, y compris nos propres éducateurs. L'approche de l'art devait être plutôt une éducation, et surtout une haute éducation, artistique et esthétique. Mais alors, voici les risques. Si l'on conteste l'enseignement, justement, l'on tombe facilement dans la voie opposée, facile, où tout est possible, où l'on fait ce qu'on veut. Concernant l'œuvre, celle-ci devient un prétexte pour toute autre chose. Elle décore mon selfie, elle me redit que la vie est belle et que l'injustice est laide, elle me permet de poster des clips sur le site de Beaubourg. Voilà tout ce qu'on fait aujourd'hui avec l'œuvre, quand on dit aux spectateurs, faites ce que vous voulez avec le musée. L'œuvre ne nous pose aucune exigence de renouvellement. Elle nous confirme dans nos goûts et nos croyances. Elle nous protège précisément de la rencontre. Elle n'éduque nullement. En somme, d'une part, vous voyez, on nous dit ce qu'il faut voir dans l'œuvre passivement. D'autre part, on nous offre le terrain pour nous approprier l'œuvre, pour chercher et retrouver en elle ce qui est convenable pour nos activités ordinaires, déjà prêtes à l'avance. Donc, d'une part, si vous voulez, pour schématiser un peu, pour qu'on soit provoqué, si vous voulez, par cette question, d'une part, c'est la voie typique de l'école et de l'institution, les notions. D'autre part, la voie de la culture médiatique actuelle et de plus en plus de médiations qui se veulent alternatives, l'édition et le partage de nos contenus personnels dans le but de notre expression. Et donc, si vous voulez, d'une part et d'autre, on ne nous demande pas de voir l'œuvre, de l'observer et passer du temps intensément avec elle, de l'arpenter, bref, d'exercer notre regard aussi loin que possible dans le but de mieux la voir, encore et toujours. Les savoirs sont déjà là, notre personne aussi. Si l'on en reste là, aucun événement, aucune transformation ne peut être accueilli, guetté. Et donc, vous voyez, j'insiste sur deux péris parallèles, ces écueils l'un en face de l'autre, en quelque sorte les Charybdes et les Scylla,
non seulement de nos études artistiques, mais aussi des médiations artistiques, et je vais dire de notre rapport à l'éducation, à la connaissance tout court. Et c'est entre les deux qu'on devrait avancer en quelque sorte. Hein. Si vous voulez, donc, sur ce qu'on peut appeler rapidement l'auto-éducation, c'est-à-dire quelque chose entre l'expérience instruite et un learning by doing. Hein. Quelque chose qui doit être toujours activé dans le but de s'échanger. Alors, je dois avancer. Combien? Encore 10 minutes? 5 minutes? 10 minutes? D'accord. Alors, voilà, ça je pense que je l'ai assez dit. Ça, je ne vais pas vous le dire, vous pouvez l'imaginer. Il y a plein de disciplines en fait qui sont concernées par ce type de projet. C'est ça qui est fascinant, c'est ça qui est difficile. Plus c'est nombreux, plus c'est pluriel fatalement, et plus c'est difficile de mettre d'accord. Il y a des études aussi qu'on a fait, comme je faisais allusion aux visites muséales. Donc voilà, je passe sur ça, mais c'est important justement de savoir, il ne faut pas juste en parler, mais d'étudier, de voir ce qui se passe au juste dans ces musées, ce qui a lieu face à une œuvre. Voilà, on a essayé de le faire. Et ce que je voulais pointer par là, c'est qu'on a fait avec des outils numériques. Hein, donc le numérique sert aussi à ces questions-là. Mais maintenant, je voudrais sortir de ces projets, voilà, parce qu'il voilà, ne faut pas trop parler de ses propres projets, mais aussi parce qu'en fait, il faut toujours élargir ces questionnements. Et je voudrais, pour terminer, juste évoquer les questions qui vont au-delà, et que je pense être intéressantes pour les historiens de l'art que vous êtes. En fait, c'est l'idée que le numérique, dans tout ce que je viens de vous dire, en quelque sorte, c'est une évidence, mais elle est tellement si peu traitée, on en parlait tout à l'heure avec Pierre-Emmanuel, c'est en fait que le numérique s'insère dans l'histoire des reproductions de l'œuvre peinte. Et cette question qui est marginalisée et on est plus passionnante, il y a très peu qui est écrit sur cela, et malheureusement. Et donc, on peut l'aborder, encore une fois, je schématise, j'essaie d'offrir des perspectives synthétiques. Dans ces questions, par exemple, on pourrait l'aborder de cette manière-là, dans une dialectique entre les tableaux, parce que je me concentre là sur les tableaux, et l'image. Et le numérique donc fait partie, si vous voulez, de domaines beaucoup plus vastes, et qui n'a pas attendu le numérique pour exister, des images. Concevons, reconnaissons que pour aborder la peinture finement, nous ne pouvons pas assimiler les tableaux à l'image. Bien qu'ils soient aussi l'image, les tableaux est surtout une chose, un dépôt de peinture qu'on rencontre. Le tableau est plus ou moins visible, on peut s'en approcher plus ou moins, il nous laisse bouger autour dans un face-à-face. L'image, ça devrait être plutôt pensé comme autre chose que cette dépôt de couleurs dont on fait le tour dans un face-à-face. L'image est plutôt, j'ai envie de dire pour simplifier, en amont ou en aval du tableau. C'est quelque chose qu'on fixe, qu'on détermine, qu'on assigne. L'image, une anticipation, par exemple, c'est le projet du tableau, c'est sa restitution, par exemple, c'est sa reproduction sur un écran. L'image ne coïncide pas avec la multiplicité du tableau. L'intérêt de l'image est précisément, justement, qu'elle soit, si vous voulez, une idée, une version, un ensemble de paramètres de cette chose, en fait, sans qu'elle soit la même chose. Et le numérique, en fait, ne fait que produire une nouvelle famille d'images. Si on reconnaît qu'en fait, le numérique, c'est, à vrai dire, un matériau, comme la peinture, c'est un autre matériau, c'est deux matériaux distincts. Et le numérique, en fait, ne fait que reproduire une quantité infinie d'images par sa reproductibilité et sa paramétrabilité, qui est en quelque sorte exceptionnelle. Mais nous gagnons, en fait, à insérer la question du numérique là-dedans. Une question donc, qui est très intéressante, je pense, par l'histoire de l'art, et qui doit encore être écrite. Il y a très peu de choses que j'ai trouvées, en fait, dans l'histoire de l'art, dans ces rapports entre images et tableaux. C'est l'histoire, par exemple, du design de la Renaissance, c'est l'histoire du mimétisme, de la volonté que la peinture soit mimétique, et donc de tout ce qu'en fait, on pourrait multiplier les exemples, de tout ce qui en fait a réduit fortement l'approche, l'expérience sensible et sensorielle de la peinture, de son matériau, en faisant que ce qui se joue d'important, ce soit en amont plutôt en aval. Et nous devons aussi d'ailleurs, nous-mêmes, puisqu'on parle des musées, ne jamais oublier en fait qu'avant l'âge des musées, l'époque des musées, les œuvres étaient infiniment moins visibles qu'aujourd'hui, et que donc on avait un rapport peut-être plus, encore une fois, conceptuel, plus imagé en quelque sorte à la peinture, et moins rapproché, moins en face-à-face avec ces matériaux. C'est de ça dont je voudrais parler maintenant rapidement en 2-3 minutes, juste comme une dernière suggestion en fait.
je pense que c'est intéressant pour l'histoire de l'art de se poser la question à partir de quels matériaux, de quelle version en quelque sorte, on a étudié l'œuvre. Est-ce qu'on a étudié l'œuvre dans les reproductions, qui n'ont pas attendu encore une fois le numérique qui peut exister, et dans la description, dans les versions verbales et sur d'autres supports? Est-ce qu'on l'a fait dans la rencontre et de l'observation in situ, plus ou moins longue? Est-ce qu'on l'a fait avec des outillages, en quelque sorte, personnellement maîtrisés? Alors, par exemple, quelqu'un comme Daniel Arras, c'est un cas rarissime de quelqu'un qui, un historien de l'art, qui a su combiner et théoriser, en quelque sorte, l'autonomie et l'interdépendance des trois. Le rapport entre le savoir préalable et la rencontre de l'œuvre, peindre de la peinture, le temps qu'il faut passer pour que quelque chose advienne dans la peinture, pour que la peinture s'élève, comme il disait, et puis le fait qu'il utilisait, vous savez, c'était la photo argentique, son appareil pour faire des prises de vue presque accidentelles, comment dire, incontrôlées, et puis il projetait ses diapositives chez lui pour voir des choses qu'il n'avait pas vues pendant les heures et les heures où il avait observé la peinture l'œil nu. Un peu comme le film de Blow Up, si vous connaissez d'Antonioni. C'est ça qu'il cherchait à faire, c'est comme ça qu'il a écrit les détails. Donc en découvrant, avec l'appareil photo, qu'il maîtrisait lui-même et dont il se donnait les règles d'emploi, autre chose. Voyez, et donc là, c'est un cas rare de quelqu'un qui a théorisé en quelque sorte et il a fait une pratique, une épistémologie. Alors, je voudrais juste montrer rapidement cette question avec un exemple. Vous voyez ce tableau que vous connaissez tous et toutes, qui est quelques mètres d'ici. Tout le monde, plus ou moins, l'a vu. On peut le voir, même s'il est accroché dans une galerie, en fait, qui nous donne accès toujours à l'exposition en cours à Orsay, donc c'est dans une salle d'attente, en quelque sorte. Tout le monde l'a vu, plus ou moins, mais surtout, on l'a vu sur des reproductions. Là, vous le voyez sur un grand écran. Normalement, on le voit sur un petit écran sur les livres. Qu'est-ce qui se passe quand on le voit sur des reproductions et qu'est-ce que ça a engendré comme étude? L'écrasante majorité de tout ce qui a été dit sur ces tableaux s'est concentré sur la ligne de ces têtes et sur l'identification de ces têtes. Cet enterrement, c'est l'enterrement anonyme. Les historiens de l'art se sont efforcés avec beaucoup d'ingéniosité à identifier qui a été enterré, un familier de Courbet sans doute, disent-ils, et reconnaître chacun de ces personnages-là. Mais vous voyez, en fait, si on va au musée, on voit ces tableaux, vous voyez les dimensions de ce tableau-là, ces tableaux nous surplombent, il est immense. Les têtes nous apparaissent éloignées. On ne peut pas embrasser du regard ces tableaux au musée. On ne peut pas. Et ce qu'on voit, par contre, ce n'est pas du tout ces têtes qu'on voit facilement, aisément dans ces reproductions. Ce qu'on voit au musée, c'est ça. C'est la fosse qui s'ouvre en perspective devant nous. C'est une mort anonyme. Vous voyez la fosse en raccourci, prête pour le spectateur. Et c'est ça qui a choqué de ces tableaux, d'ailleurs, historiquement, lorsqu'il est apparu. Que ce soit un tableau aussi géant d'une mort anonyme, dont les éléments les plus proches vivants étaient un chien et un enfant. Et pas du tout les défilés des têtes, qui ne peuvent pas être entreprises. Alors, voyez, et donc là, il faudrait développer les discussions, voyez ce que ça veut dire, la différence entre les deux approches, entre la reproduction et les face-à-face et la rencontre. Et voilà, je vais passer, donc je vais juste suggérer en fait l'étude que je me suis amusé à faire avec les reproductions aussi officielles des musées. Sur le même musée, vous voyez des reproductions différentes, étonnamment différentes en fait, d'un même tableau, qui semblent interpréter les tableaux autrement. La photo que j'en prends personnellement qui donne encore autre chose. En plus, là, vous avez la médiation de l'écran. Mais évidemment, chaque écran montre, visualise. Là, je vois une chose différente que ce que je vois là. Et tout ça est fondamental, en fait, pour dire qu'on ne peut pas réduire l'œuvre, absolument pas le tableau, à la reproduction. La version idéalisée offerte par les musées, ce qu'on voit, en fait, quand on est dans un musée, les accidents de lumière, la noirceur, ou le trop foncé, le trop éclair qu'on voit, et par rapport à une image homogénéisée donnée par une reproduction. Vous voyez, c'est une autre manière de voir une œuvre d'art. J'ai pris un même tableau avec simplement deux appareils différents, en essayant chaque fois, avec mon appareil, qui par hasard j'ai changé, de faire la meilleure photo, c'est-à-dire la photo la plus fidèle de ce que j'étais en train de voir. Donc, je n'ai pas touché, je n'ai pas reparamétré l'appareil. Regardez, selon l'appareil, le tableau, comment il change. C'est un Georges Michel. Là, vous direz que c'est plus Ruisdael, la lumière étendue, une sorte de naturalisme, si vous voulez. Et là, vous direz que c'est plus, j'ai envie de dire, Fragonard, la touche capricieuse, vous voyez, visible. C'est notre tableau, c'est notre histoire de l'art. Voilà.
Alors, une fois qu'on comprend ça, et c'est mes dernières 30 secondes, promis, une fois qu'on comprend ça, on peut faire beaucoup de choses en fait, avec le numérique. C'est-à-dire, ce n'est pas juste un obstacle, c'est une puissance. Parce que si on accepte l'idée que le numérique, c'est à chaque fois un regard figé, une version établie, comme une traduction, comme quand on traduit un poème, un texte, on peut le traduire de mille manières, et chaque fois on choisit une de ces mille manières possibles. Et donc, quand on comprend ça, on peut vraiment découvrir à chaque fois la multiplicité foisonnante d'images qui sont dans une peinture. Je me suis amusé à faire, par exemple, avec ces courbets et ces photos que j'ai prises. Vous voyez, c'est comme autant de tableaux différents, en quelque sorte. Hein. Et comment on peut jouer après des rapprochements que le numérique permet. Je n'ai pas le temps de m'étaler sur ça, mais les jeux, en fait, qu'on peut faire avec, et que la machine n'arrive pas encore à faire pour l'instant, les rapprochements, en fait, si faciles aujourd'hui avec notre écran et avec la disponibilité des images sur l'ordinateur. J'avais prévu encore beaucoup d'autres choses, mais je m'arrête ici, je pense que j'ai assez dit. Je vous remercie de votre patience. Merci. Vous m'entendez? Parfait. Pardon, excusez-moi. Merci beaucoup pour cette présentation qui, alors pour nous enseignants, j'imagine donne un nouveau regard, ce qu'on voyait dans les exposés de L1 comme étant à la fois un peu de connaissances et puis des comparaisons hasardeuses, sont aujourd'hui des comparaisons innovantes. Voilà. Donc on va le prendre comme ça. Oui, à peu près. Voilà. En tout cas, mais merci beaucoup pour cette présentation et ces différents éléments. Alors, est-ce qu'il y a des questions dans la salle? Est-ce que certains d'entre vous veulent intervenir sur ce qu'ils ont pu entendre en tant que jeunes historiens de l'art ou plus confirmés ici? J'ai quelques questions en ligne. Mais... Là, il y a l'étudiant aussi. Une étudiante. Ah, parfait. Attendez, je vais poser le micro pour les gens qui sont en train de regarder ça. C'est enregistré pour la postérité. Bonsoir, merci pour votre présentation. C'était pour savoir dans quelle mesure vous avez utilisé l'IA dans le développement des cartes, des cartographies qui sont fournies dans les tablettes dans les musées. Quelle partie est faite par les chercheurs et dans quelle mesure l'IA intervient? Merci. Alors, il faut dire deux choses. Une chose dont on ne se rend pas compte, c'est que quand on fait un projet de recherche plus ambitieux, plus c'est le cas, il faut du temps pour préparer un projet. Il faut du temps pour se mettre ensemble, pour écrire les projets, pour les soumettre, pour avoir des financements. Ces projets, je pense qu'on l'a conçu il y a 6 ans, 7 ans, 8 ans. Alors, les choses changent, évoluent tout le temps, mais les projets, en quelque sorte, comme on dit, la science a une temporalité qui n'est pas... Voilà. Et donc, on essaie donc d'être, la première réponse que j'ai envie de vous donner, donc on essaie de suivre ce qui se passe et de l'intégrer au fur et à mesure. Par exemple, maintenant, on se demande, on se dit qu'il faudrait introduire les prompts là-dedans, il faudrait introduire une sorte de dialogue, en fait, plus active, tel qu'on est de plus en plus habitué à voir aujourd'hui. Mais vous savez, ça c'est une chose qui existe, qui est, comment dire, qui est diffuse depuis seulement 2-3 ans, et ce n'était pas le cas quand on avait préparé les projets. Donc ça, c'est la première question. Parce que... Deuxième réponse, ce qu'on entend par IA change tous les ans. L'IA aujourd'hui, ce n'est pas l'IA d'il y a 5 ans, il y a 10 ans, c'est encore autre chose. Donc c'est ça le problème aussi qu'on a à chaque fois. Et maintenant, donc, après ces prémices un peu de méthode faites, donc, pour répondre plus concrètement, donc, c'est ce que j'essaie de montrer en fait quand j'ai montré les cartes. Donc, notre problème, notre souci, notre volonté, c'est d'avoir la vision experte, pensée, réfléchie, et la vision, si vous voulez, appelons-la comme ça, aléatoire. C'est-à-dire qu'on ne sait pas ce qui va se passer. C'est-à-dire, on sait comment on peut entraîner la machine, on doit établir comment entraîner la machine, faire des associations. Donc, il y a une équipe, donc je ne vais pas présenter toute l'équipe, donc il y a un groupe d'ingénieurs, en fait, qui sont en train d'élaborer des algorithmes pour associer les images d'une certaine manière. Donc, il y a cet entraînement. Mais en fait, une fois que l'entraînement, donc on l'établit en amont, et après, la question, c'est qu'est-ce qui se passe après? Est-ce que les résultats sont plus ou moins intéressants? Et qu'est-ce que ces résultats donnent à l'expert et au non-expert? Est-ce que si je connais l'histoire de l'art, ça m'apporte quelque chose? Est-ce que si je ne suis pas expert, ça m'apporte quelque chose? Vous voyez, c'est un problème. Voilà, donc c'est un grand problème à discuter. Le risque est que ça devienne une sorte de jeu rapide dont on se consomme vite, en fait, on s'use vite. On voit 2-3 choses intéressantes et puis on arrête là. Comment, en fait,
l'IA pourrait nous aider pour élargir nos savoirs, mais de manière étonnante. Ça, c'est vraiment la question qu'il faut poser. C'est-à-dire que même pour un expert, ça va se dire « Ah oui, mais ça, c'est intéressant, en fait. Pourquoi je n'ai pas pensé ?» Et pas « ça, c'est banal » ou « ça, c'est à côté de la plaque ». Parce que c'est ce qui se passe la plupart des fois aujourd'hui. C'est soit banal, soit à côté de la plaque. Et le dernier problème, pour répondre, parce que la question est très complexe, c'est la part qu'on donne à l'apprentissage purement visuel et justement le contrôle, le filtrage textuel, verbal. Combien il faut utiliser les mots pour guider la recherche? Là, c'est un problème qu'on se pose, en quelque sorte, qui change en cours de route, parce que voilà, dans la recherche, on change les idées, on se dit certainement il faut ajouter la parole. Parce que entraîner, au début, ce qui nous semblait excitant, donc il y a longtemps maintenant, c'était vraiment entraîner juste seulement avec les images sans les métadonnées. Parce qu'on se dit, les métadonnées sont déjà là dans les musées, mais les images peuvent échapper aux métadonnées et donner autre chose. Vous savez, par exemple, l'histoire de l'art, que le genre, le style et tout ça, c'est des catégories qui figent les œuvres. Par exemple, voilà, l'exemple de Courbet, c'est un bon exemple. Vous allez au musée, il est dans la catégorie du réalisme. C'est un problème, c'est un grand problème, en fait, de quelque sorte. C'est utile d'un certain point de vue et c'est un problème d'autre part. Voilà. Alors, si on entraîne la machine du point de vue seulement visuel, sans cette érudition, c'est intéressant. Il nous ferait voir peut-être que Courbet n'est pas aussi réaliste que cela, en quelque sorte. Mais après, on se dit, en quelque sorte, mais c'est une fiction trop poussée que de ne pas passer par des filtres verbaux, en quelque sorte. Parce que quand même, c'est utile et c'est important. La vision fonctionne avec des instructions, la parole relance la vision. Vous voyez, donc c'est un des problèmes. Et voilà, ce que je voulais vous présenter aujourd'hui, c'était moins les résultats, en quelque sorte, que les problèmes. Je pense que c'est ça qui est intéressant, en fait. Tous les problèmes qu'on doit se poser ensemble. J'espère que j'ai répondu d'une manière intéressante. Merci. Bonsoir, merci beaucoup. J'imagine que vous avez déjà donné cette critique, mais ça m'intéresserait d'avoir votre vision. Est-ce qu'à trop accompagner la découverte d'une œuvre, trop accompagner une rencontre, on perd l'authenticité de cette rencontre qu'avait initialement prévue et élaborée l'artiste? Et donc oui, est-ce que ce ne serait pas l'occasion d'une perte du naturel qui nous ferait même parfois passer à côté de ce que l'artiste voulait nous montrer? Voilà. Pour que je comprenne bien votre question, vous entendez le fait que c'est comme si j'avais dit qu'on est toujours à plusieurs face à l'œuvre? Dans l'exemple que vous avez montré de la Madeleine... accompagné avec la tablette alors? Oui, en fait, d'avoir ces informations qui ne soient pas textuelles, mais ça remet aussi en question les informations textuelles. Hein. Mais voilà, d'avoir je comprends. Un trop plein d'informations. Alors là, si, il faut que je me retienne parce qu'il y a plein de questions en une seule. Alors, l'effet de base est le temps qu'on passe face au tableau. Si maintenant on parle de la peinture, hein, combien de temps peut-on passer face à un tableau? Et combien de choses peuvent surgir de ce temps qu'on passe face au tableau? J'estime, on l'a vu, et quel que soit notre niveau en fait, d'instruction, qu'on passe très peu de temps, pas assez de temps, face à un tableau. Et la question est, qu'est-ce qui peut nous soutenir, nous aider à passer plus de temps? Premier point. Qu'est-ce qui peut nous relancer? Qu'est-ce qui peut nous entraîner, quel que soit notre niveau? Entraîner, là aussi au sens vraiment étymologique, d'entraîner, de nous pousser, de nous tirer à continuer à relancer ce jeu, alors qu'il semblait être épuisé, saturé. Vous voyez? Ça, c'est une première question. Il faut entraîner, je pense qu'il faut un entraînement. Et ensuite, pour répondre aussi d'une manière personnelle, et je pense que c'est ce qu'on voit, que tout le monde fait, si nous sommes plus ou moins intéressés aux expos que nous regardons, nous ouvrons nos téléphones, nous regardons sur le téléphone, nous regardons sur Wikipédia, nous cherchons des informations qui sont forcément lacunaires dans les musées. Alors, ce que l'on s'est dit quand on a élaboré le projet il y a très longtemps, donc avant le boom de l'IA générative aujourd'hui, c'est de dire, mais pourquoi ne pas utiliser alors cela d'une manière active et pas passive? C'est-à-dire que ce qui se passe dans les musées, c'est qu'en fait, je vais chercher des informations qui simplement ne sont pas là écrites à côté de l'œuvre. Ça ne peut pas être comme ça. Le numérique peut faire beaucoup plus que ça.
Et personnellement, quand je vois aussi la plus grande, je le dis vraiment, je ne voudrais pas sembler comment dire, autant, mais quand je vois même la plus riche des expositions, je me dis, mais pourquoi il n'y a pas ce tableau? Pourquoi il y a ce tableau? Je voudrais voir ce tableau à côté. Hein? Et ce n'est pas possible dans ce musée, ce n'est pas possible. Donc, il y avait cette exposition, une très belle exposition au Louvre de Delacroix, donc on parle de Delacroix au Louvre quand même, mais alors on ne pouvait pas décrocher Géricault et tout le reste qui était dans les autres salles, fatalement. Sauf que sans Géricault, moi je pense que la compréhension de Delacroix est diminuée en quelque sorte, vous comprenez? Je dois l'augmenter. Alors j'aurais voulu avoir tous les Géricault du Louvre à côté, vous comprenez? C'est ça, donc on a besoin de ça en quelque sorte. Etc., etc. Donc, on a besoin. Et donc, je ne crois pas, en fait, en quelque sorte, de cette idée d'une sorte de face-à-face solitaire avec la toile. Et juste pour terminer dans votre point de départ, parce que vous parlez de l'artiste, je ne vais pas répondre sur ça, je ne pense pas que l'artiste est seul face à la toile, en fait. Comme l'écrivain n'est pas seul face à la page blanche. Hein. Donc, la toile, Deleuze disait, la toile est déjà pleine d'images, de peintures. Et l'artiste doit plutôt, le peintre doit toujours lutter avec toutes ces peintures-là qui sont déjà de la toile, les enlever, les gérer, les orchestrer, doit lutter contre ces toiles-là qui sont là en virtualité en quelque sorte. Donc cette virtualité, l'art est toujours une virtualité d'autres œuvres en quelque sorte. Une œuvre est toujours plusieurs œuvres. Donc il ne faut pas penser qu'il y a une solitude de l'œuvre et de nous face à l'œuvre. Alors pourquoi ne pas faire exploser, donc pousser loin cette idée-là? Merci. Merci beaucoup. S'il n'y a pas d'autres questions, il y a deux questions qui sont liées l'une à l'autre que je vais poser ensemble et qui viennent du chat de la diffusion en direct. Sur la photographie, il y a une première question qui s'interroge sur la photographie comme outil numérique ou forme d'art, du coup, avec les différents exemples que je pense vous avez donnés à la fin de votre présentation. Et une deuxième question qui est relativement liée et qui s'interroge sur la définition de la frontière entre la photographie numérique et l'art numérique. Alors, je voudrais dire au moins deux choses sur cette question. La première, en fait, c'est qu'il faut bien penser, parce que ce n'est pas dit, en tout cas pas assez dit avec le numérique aujourd'hui, que chaque expression artistique, appelons ça comme ça pour rapidité, pose un problème différent. On ne numérise pas comme ça massivement. Il faudrait même dire que chaque époque de l'histoire, par exemple, juste de la peinture, nécessiterait un discours différent. Mais disons en tout cas que numériser une peinture, ce n'est pas numériser une sculpture. Numériser une photo, ce n'est pas numériser une architecture. C'est des problèmes très différents qui se posent. Et puis voilà, je pense qu'il y a quelqu'un qui est expert en art du Moyen-Âge, peut-être vous-même. Voilà, donc c'est notre problème qui se pose. L'objet artistique du Moyen-Âge n'est pas l'objet artistique tel qu'il est conçu au romantisme. Donc c'est des questions qui... Donc, voilà. Et le numérique devrait, au lieu de niveler, devrait nous aider, comme je sais de l'esquisse à la fin, nous aider à poser les problèmes pratiquement à chaque fois différemment. Alors, la peinture, justement, n'est pas la photographie. Donc ça, c'est un point de départ. Et donc, si la question porte, et c'est mon deuxième point, si la question porte sur comme je l'ai traité, de la photo comme outil pour la peinture, c'est une chose. Maintenant, si on parle de la photo pour la photo, donc c'est notre discours. Moi, je fais mon exposé en quelque sorte à partir de la peinture accrochée au musée ou visible dans des expositions et la peinture grâce au numérique. La peinture, donc, qui est conçue comme dépôt de peinture, de couleurs. Donc ça c'est ma question. Je pense que le numérique, la photo numérique, la reproduction numérique, est à la fois un obstacle et une lumière. Et il faut comprendre les deux. C'est un obstacle si on réduit, si on fige la peinture à sa reproduction, et c'est le tort, en fait, en quelque sorte, ou c'est le lieu, un peu la zone obscure, on va dire, de la digital art history, c'est-à-dire qu'ils étudient l'histoire de l'art numérisé. Mais l'art numérisé, ce n'est pas l'art qui existait non numérisé. C'est-à-dire qu'ils étudient, ils travaillent pour détecter tout ce qu'ils veulent détecter, une fois qu'ils ont numérisé les tableaux, par exemple. Mais les tableaux numérisés, c'est comme une traduction. C'est comme si, maintenant, je vais étudier la littérature à partir des traductions. La traduction est très intéressante. Étudier, je ne sais pas comment Baudelaire a traduit Poe, c'est très intéressant. C'est fondamental même pour comprendre la littérature française, le rapport entre Poe et Baudelaire. Sauf que
il faut connaître aussi peu en langue originale. C'est ça la question. Donc, les deux sont importants. Voilà. J'avais une question, j'en profite. Je me suis installé ici. Dans le phénomène, finalement, est-ce que vous parliez du deep learning qui, finalement, apporte petit à petit l'expérience de chaque visiteur va amener de plus en plus d'images. Finalement, en fait, on crée une sorte d'appréciation collective ou de learning collectif qui appartient à une époque, qui appartient à un temps et qui peut dépendre d'une actualité ponctuelle, de quelque chose de plus structurel. C'est comme ça que c'est envisagé aussi, qui répond comme presque outil sociologique d'une époque. Vous parlez maintenant de l'application. Oui, de AAA, oui. Oui, pas du deep learning en général. Oui. Donc là, c'est encore une question qui se pose, hein, c'est-à-dire la question du traitement des données, du rapport avec l'usager. C'est une question très délicate à tous les niveaux éthiques, mais aussi techniques. En fait, comment gérer. Parce qu'évidemment, votre téléphone portable, c'est le vôtre, donc vous pouvez lui apprendre des choses, il va reconnaître. Voilà, moi j'ai un nom bizarre pour le français, Gian Maria, donc on se trompe toujours quand on l'écrit en français, mais mon téléphone, que j'utilise surtout en français et en anglais, maintenant reconnaît mon nom facilement, il peut l'écrire sans faute. Donc voilà, mais c'est mon téléphone. Donc là, nous on envisage en fait pour l'instant une tablette qui est gérée par les musées. Déjà, mais c'est aussi une question qu'on se pose, la tablette ou le téléphone. Le téléphone, évidemment, est beaucoup plus familier, mais le téléphone est trop petit pour nous, pour faire ce travail sur les images, puisqu'il nous faudrait justement voir plusieurs images, donc on passe à la tablette. Quel type de tablette? Alors on va sur l'idée que la tablette est partie du musée. Comment le musée, donc en quelque sorte, peut gérer les données du visiteur? Voilà, ça c'est la question. Donc, déjà, pour nous, c'est un problème, en fait, à vrai dire, très technique, hein, de comment gérer les collections d'images de chaque visiteur peut faire. On rêve, on va le faire peut-être dans une deuxième version. Vous voyez, ce qui serait formidable, en fait, c'est de dire qu'on puisse partager entre personnes, entre classes, entre chercheurs, les collections qu'on crée, les expos que chacun fait, et les mettre en croisement, et donc les faire démultiplier à chaque fois, d'une manière raisonnée. Donc, moi, je vais étudier, je ne sais pas, mon Courbet, vous allez étudier le même Courbet d'une autre manière, et puis on va, d'une manière mécanique, mécanisée, créer une sorte de hyper-map, en quelque sorte, voilà. Et ce serait magnifique aussi pour une classe, pour une visite guidée, voilà. Mais c'est compliqué. Donc déjà, ça c'est compliqué. Encore plus, mais il faudrait le faire, mais encore plus, c'est la question de l'apprentissage. Mais en tout cas, pour répondre aussi, évidemment, ce n'est pas les quelques réponses que quelques usagers peut donner qui suffisent pour entraîner massivement une machine. Hein. Donc il faudrait beaucoup de réponses. Hein. C'est-à-dire que la machine, l'algorithme qu'on va utiliser est entraîné massivement en amont. Ce n'est pas les quelques dizaines de fois qui vont changer ça. Donc il faudrait donc un emploi massif, il faut que ce soit un outil vraiment disponible de manière ordinaire dans les musées. Alors oui, ça changerait, ce serait très intéressant, et j'espère qu'un jour, ce serait le cas. J'espère que tous les musées auront ça. Merci. Une dernière question dans la salle, peut-être je dis dernière, après s'il y en a plus. Mais... Ou une critique, ou une désapprobation, Ah, c'est pas possible, non. Non? Ça vous a convaincu? Bon. Je suis déçu. Non? Alors on va conclure. Ah, pardon. très Oh, bien. désolé. Ah, c'est bien. Donc, le mot de la fin, enfin, ou du moins la question de la fin. Moi, j'ai une petite question. C'est comment on sélectionne une œuvre qu'on met après dans les programmes et dans l'IA pour l'étudier. Bon, alors là, forcément, ce que vous avez cité au début de votre étude, c'est des musées partenaires. Donc, j'imagine que vous sélectionnez en priorité des œuvres de musées partenaires. Mais si ça venait à se démocratiser, je pense aussi qu'on commencerait par des œuvres éventuellement plus connues. Mais en même temps, est-ce que ce ne serait pas dommage de faire sur des œuvres connues et pas faire sur des œuvres un petit peu moins connues et permettre d'améliorer la connaissance à ce propos? Enfin bon, voilà, c'est un petit peu cette question de la sélection des œuvres. Oui, très bien. C'est une excellente question, surtout pour le dernier point, la dernière partie, si j'ose dire, parce qu'en effet, une chose qui nous intéresse beaucoup aussi, et c'est pour ça que j'ai parlé de ce tableau, même si vous êtes historien de l'art, je ne sais pas si quelqu'un connaît Massimo Stanzione, je doute. Voilà, mais voilà, c'est un peintre important napolitain. Vous avez vu ce tableau magnifique que vous avez vu. Vous avez vu la reproduction, mais peu importe.
Donc, en effet, l'histoire de l'art, vous savez, attribue parfois à juste titre la gloire à certains peintres, parfois injustement et parfois oublie. Parfois, l'histoire de l'art oublie un tas de peintures inutiles, disons comme ça, parfois à tort, totalement tort. Et les musées, en plus, ça, c'est pas connu du grand public, mais en fait, il y a une infime partie des tableaux des musées qui sont, comment dire, authentifiés comme étant d'un peintre. C'est ça, il faut le savoir. Donc, c'est-à-dire la question du corpus est énorme dans les musées, c'est-à-dire valoriser un peintre, l'attribution, le corpus plus ou moins sûr, plus ou moins important d'un peintre qui va aider à comprendre le corpus. Voilà. Donc, l'idéal serait d'utiliser cette application, en fait, déjà dans la recherche, pour la question que j'ai posée, entre autres, du corpus. Quel corpus il faut, quel type de... voilà. Et donc, comment valoriser, ce qu'on est en train de faire aussi au Luxembourg, à Lille, valoriser des tableaux anonymes ou pas connus. La deuxième réponse, en fait, voilà, c'est que moi, je rêve évidemment que cet instrument existe partout déjà dans tous les musées, mais la difficulté, c'est qu'il faut préparer un parcours expert pour l'instant. L'intelligence artificielle est très loin de donner, de tout ce que j'ai vu, des choses intéressantes, en tout cas entièrement suffisantes. Je ne peux pas faire une application totalement confiée à l'intelligence artificielle pour m'expliquer un tableau. Alors, il faut des experts qui fassent autant d'études, mais comment ces études vont s'intégrer, c'est le problème aussi, avec ce que fait l'IA. Comment ne pas faire une chose parallèle qui existe déjà en quelque sorte. Vous voyez, ça, c'est une difficulté aussi. Donc, on est parti d'un nombre très restreint de tableaux, un corpus choisi des 3 musées partenaires, sur lesquels on fait des études approfondies pour chaque tableau, sur lesquels on mobilise aussi des étudiants qui vont au musée, qui alimentent cette recherche, et on part de là, et puis on verra si ça marche. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci. Donc merci pour votre présence ce soir. La prochaine séance aura lieu le 9 octobre, donc mercredi, et interviendra sur les premières leçons de conservation. On reviendra sur une historicité de l'apprentissage de ce que c'est que la conservation. Voilà. Bonne soirée à vous. Au revoir.